nous sommes réunis pour une table ronde sur la production et la distribution de voyages. Quelle stratégie et dans quelles nouvelles conditions de marché. Donc, avec moi, j'ai le plaisir d'accueillir Émilie Dumont, donc, qui est directrice générale de Digitrips, que l'on connaît bien sûr, sous la marque Mr Fly, même s'il n'y a pas que le vol sec chez Digitrips. Ensuite, nous avons Éric Labonardière, qui est cofondateur de la plateforme Evaneos, la plateforme de réceptifs à l'étranger. Ensuite, Frédéric Savoyant, qui est donc le CEO d'Ilux Travel, donc un chantre du Figital, donc à mi-chemin entre le digital et les 4 agences de voyage que vous avez en France. Ensuite, Timothée Deroux, donc, qui est le CEO de la plateforme de loisirs Alentour, Manawa, puisque maintenant c'est la même maison. Donc pour commencer, on va parler un peu des tendances, ensuite on parlera de l'adaptation et nous finirons avec un petit peu d'ouverture sur l'IA, puisque c'est un peu le sujet aussi du moment pour la profession. Alors, puisqu'on parle de tendance, bien sûr, nous sommes tous assez convaincus par la puissance du revenge travel. Les tendances sont vraiment à la hausse pour la destination France comme pour les destinations étrangères. On voit que les Français ont pu mettre de l'argent de côté pendant la crise sanitaire. Et donc maintenant, ils se font plaisir malgré une inflation galopante, une inflation forte dans l'aérien, mais également pour l'hébergement. Donc certains se demandent jusqu'à quand finalement la croissance va se poursuivre, parce qu'il y a bien sûr des familles qui risquent à un moment donné de ne plus pouvoir s'offrir des vacances. D'ailleurs, j'en profite pour partager des tendances récentes. L'écotouristique publie chaque mois un baromètre, le baromètre Orchestra pour l'écotouristique. Et les premiers mois de l'année ont été, bien sûr, ont montré une croissance forte des ventes de voyages dans les agences online et offline, donc plutôt une croissance à 2 chiffres par rapport à 2022. Et là, sur le mois de mai, on est sur une baisse de 6%. Donc c'est une baisse du volume d'affaires. Ça veut dire qu'en nombre de clients, bien sûr, la baisse est autrement plus importante. Pourquoi ? Est-ce que c'est dû au fait qu'il y ait eu beaucoup de ponts pendant le mois de mai, ou est-ce que c'est un point d'inflexion? C'est la question qu'on peut se poser et que j'ai envie de poser à Émilie. Quelles sont les tendances en termes de vente sur le mois de mai? Alors, tu as raison, les tendances du marché sur le mois de mai sont moins bonnes en fait que celles qu'on avait entre janvier et avril. Pour autant, il faut faire très attention en fait à pas tirer de conclusions hâtives et se positionner peut-être plutôt à fin mai. Il ne faut pas oublier qu'en mai 2023, on se compare à mai 2022 et qu'en mai 2022, on venait de massivement en fait rouvrir des tendances de vente. Donc, on avait eu un mois de mai 2022 absolument exceptionnel, après un premier trimestre qui avait redémarré doucement et parfois un peu chaotiquement dans les incertitudes d'Omicron. Donc, oui, le mois de mai, effectivement, le baromètre Orchestra le montre, est plutôt moins bon que ce qu'on avait sur les mois précédents, mais attention aux effets d'optique dans les comparaisons. Et si aujourd'hui on regarde les tendances de réservation des 5 premiers mois de l'année, par rapport évidemment à 2022, mais même par rapport à 2019, on est sur des tendances de réservation qui sont bons, avec des schémas, si tu veux, d'anticipation. Nous, on suit beaucoup en fait les schémas d'anticipation, les booking windows, entre la date de réservation et la date de départ. Depuis le début de l'année, on a des schémas d'anticipation de réservation qui sont exactement les mêmes que ceux qu'on avait en 2019, ce qui n'était jamais arrivé depuis la crise. C'est-à-dire que les mois de départ par rapport aux mois de réservation se répartissent de la même façon qu'ils se répartissaient en 2019. Donc peut-être qu'on est tout simplement en train de revenir à des comportements d'anticipation de réservation qui sont plus ceux d'avant-crise, avec moins de dernière minute, et que finalement on est dans une tendance qui n'est pas inquiétante. Après, bon, très difficile de tirer des conclusions maintenant sur un mois. D'accord, très bien. Donc un retour au comportement de 2019. Alors quand on a préparé cette table ronde, on a bien sûr évoqué aussi ensemble l'inflation. Et l'inflation, visiblement, elle est peut-être un peu moins forte qu'elle a été ces derniers mois. Là, je
Alors, effectivement, le mois de mai, c'est un petit peu la bonne nouvelle. C'est la première fois, là aussi, depuis la sortie de la crise. Nous, on suit beaucoup les évolutions. Certains d'entre vous suivent peut-être Fred Pillot sur LinkedIn qui publie régulièrement en fait, les évolutions tarifaires, notamment sur le vol, mais on les suit sur le vol, sur l'hôtel, sur la location de voitures. Sur le mois de mai, on est sur le premier mois sur lequel les prix, on ne peut pas dire que les prix aient baissé, mais on a une inflation à un chiffre, alors qu'on était sur une inflation à 2 chiffres systématiquement depuis la réouverture des destinations. Donc ça veut dire qu'on a une pente d'inflation qui infléchit. Donc on est peut-être en train d'arriver au moment où on constate, où les compagnies constatent que les arbres ne peuvent pas monter jusqu'au ciel. Et que le consommateur, il a besoin en fait aussi à un moment que les choses reviennent à la normale. Inflation à un chiffre, c'est-à-dire, et par rapport à quelle année de référence? Alors, par rapport à l'année dernière, on est sur une inflation en moyenne là, sur les vols cette année de 6% sur le mois de mai. Attention, le mois de mai 2022, en revanche, on était sur une inflation de plus de 20% par rapport à 2019. Donc, on reste sur des prix qui sont extrêmement élevés par rapport à ce qu'ils étaient en 2019. On voit une tendance d'infléchissement, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On se dit peut-être que ça va enfin s'arrêter, mais on n'est pas encore revenu au prix de 2019. Et on le voit, nous, beaucoup dans les comportements d'achat des consommateurs, parce qu'évidemment, dans un contexte comme ça, si tu veux, d'inflation, on a des produits, typiquement comme les produits de paiement fractionné, qui ont énormément augmenté leur part de marché. On va y venir. Mais pour revenir justement à vos chiffres, tu le disais, donc plus 6% par rapport à 2022, avec des variations, parce que sur la Tunisie, par exemple, on est à moins 8%. Il faut relativiser, c'est moins 8%. Donc le prix a baissé de 8% en mai 2023 versus mai 2022. Par contre, il reste toujours en augmentation de 33% par rapport à 2019. Donc c'est pour ça qu'il y a un effet d'optique. C'est ça, il y a un effet d'optique malgré tout quand on se compare à mai 2022 parce qu'on avait aussi des tendances qui venaient de rouvrir. C'est vrai notamment sur le long courrier. En moyenne sur le long courrier, les tarifs de mai 2023 sont à 0. On est flat sur le long courrier par rapport à mai 2022. Le long courrier était vraiment effectivement très... C'est une moyenne, donc ça cache énormément de disparités. Et notamment, ça cache dans cette disparité qu'en mai 2022, il y a des destinations long courrier qui venaient de rouvrir. Donc on avait des inflations et des politiques tarifaires extrêmement fortes avec une offre qui était encore plus compliquée qu'elle est aujourd'hui en termes de disponibilité. Donc on a beaucoup d'effets d'optique aujourd'hui dans les statistiques qu'on est en train de regarder. La seule chose dont on est certain, c'est que les tarifs sont encore beaucoup plus élevés que ce qu'ils étaient avant crise en 2019. On n'est pas du tout revenu sur des politiques tarifaires telles qu'ils étaient. Mais tu as quand même un sujet d'offre, parce que si on regarde un peu la location de voiture, par exemple, l'année dernière, le prix moyen d'une location de voiture a complètement explosé parce qu'il n'y avait pas de flotte. Sur l'été, il n'y avait pas de flotte chez les loueurs parce qu'il y avait un problème de production, en fait, tout simplement, de véhicules dans la production automobile. Cette année, les flottes se sont reconstituées. Bon, bah là, en ce moment, on est depuis le début de l'année sur une baisse moyenne du tarif du panier moyen de location de voiture en termes de tarification, qui est de l'ordre de 23%. Donc, on voit que quand l'offre, elle revient, à un moment, le marché, il s'ajuste. Et quand on revient à un niveau d'offre et à un niveau de demande du coup qui sont plus corrélés, bah, le marché il ajuste les prix. Donc il y a probablement un moment quand même où il va y avoir un ajustement tarifaire à la baisse. Oui, donc on parle d'un ajustement exactement comme dans l'aérien, parce que c'est vrai que quand les destinations ont finalement décidé d'ouvrir leurs frontières, il n'y avait pas beaucoup de capacité aérienne, donc il y avait tout simplement une inflation naturelle. Alors on va poursuivre sur le thème de l'inflation avec cette fois les activités, parce que finalement il n'y a pas que l'aérien, les activités aussi fonctionnent bien sur Alentour. Hein, c'est une plateforme qui est en pleine croissance. Et pourtant, les prix ont énormément augmenté. Timothée, quand on préparait cette table ronde, tu me disais le vol en parapente à Annecy, aujourd'hui, il coûte 100 €, alors que c'était 50 € il y a 5 ans. Je vais peut-être un peu exagérer. Mais non, mais j'écoutais Émilie avec beaucoup d'intérêt parce que c'est vraiment très intéressant. En fait, les tendances que tu décris, on les a observées. Je vais parler de Manawa. En fait, Manawa, c'est notre site web grand public qui est leader de la réservation en ligne d'activités de plein air. Et donc nous, on est évidemment en croissance sur Manawa parce qu'on digitalise de plus en plus d'activités. C'est un segment de la filière touristique qui est encore très peu digitalisé, les activités de plein air. Donc il y a plus de demandes digitales, donc on voit de la croissance. Et en plus de ça, il y a une appétence pour les activités de plein air de plus en plus importante. Donc on a cette croissance, mais c'est vrai que les prix, les prestataires d'activités ont augmenté leurs prix
ces 2-3 dernières années. Ce n'est pas une augmentation très récente, en fait. Ça fait 2-3 ans qu'on voit que les prix augmentent. Manawa a un historique, c'est un site dont on a fait l'acquisition l'année dernière, mais c'est un site qui existe depuis 2017, donc il y a une bonne fenêtre d'observation. Et effectivement, j'ai quelques exemples. Le vol en parapente à Annecy, aujourd'hui, c'est 100 €. C'était plus proche de 80 € il y a 2 ans. Mais c'est quand même une sacrée augmentation. Alors après, ça reste beaucoup moins cher que des vols en parapente en Suisse, par exemple, qui sont à 180 € à Interlaken, par exemple. On voit que pour une activité un peu moins chère, le cours de surf dans le Pays Basque, une initiation au surf, aujourd'hui, c'est 70 €. Il y a encore 2 ans, c'était un peu moins de 60 €. Donc là encore, c'est une vraie augmentation. La location d'un canoë-kayak, c'est des prix pas très élevés, c'est des paniers moyens de 25 € par personne aujourd'hui. C'était 20 € l'année dernière. Donc il y a une vraie augmentation. Et par rapport aux tendances, on a effectivement vu, alors nous on a une croissance qui est importante sur les vacances d'hiver, on a fait plus 70% par rapport à l'année dernière, on fait plus 130% par rapport à 2019, mais c'est vrai qu'au mois de mai, on a vu un fléchissement de cette croissance. Et nous, on est vraiment sur des réservations de toute dernière minute. La fenêtre de réservation sur des activités et les activités de plein air, c'est 6 jours. Donc on voit qu'il y a eu un ralentissement de cette croissance au mois de mai. C'est normal, en fait, que le contexte géopolitique et l'inflation aient des conséquences. Cela dit, on est quand même sur les vacances de printemps à une croissance qui est supérieure à 45% par rapport à l'année dernière. Voilà. Donc une tendance quand même à la hausse. Et à quoi attribues-tu cette hausse tarifaire? Parce que souvent, il n'y a pas de kérosène dans les activités. Oui, mais il y a du personnel. Donc, il faut que les salaires suivent. Et puis, il y a eu une augmentation aussi qui a été due à la hausse de la demande. Il y a eu une hausse de la demande parce qu'il y a une appétence sur les activités de plein air. C'est un peu ce que je dis partout, mais c'est vrai que Manawa, qui est le leader des activités de plein air sur Internet, il y a une digitalisation de la demande, mais il y a aussi une volonté des Français de pratiquer de plus en plus d'activités de plein air, parce que c'est éco-responsable, parce que on a vu sur une étude l'année dernière qu'on a faite pour Alentour que plus de la moitié des Français souhaitent pratiquer des activités de plein air pendant leurs vacances, se reconnecter avec la nature. Bon, donc C'est le fameux slow tourisme, il y a une vraie Exactement. tendance de fond. Oui, tout à fait. Le développement des territoires, le fait d'aller dans des destinations moins prisées aussi. Belle transition voilà. avec Eric, parce que justement, Eric, donc c'est Evaneos, une plateforme qui historiquement était quand même très portée sur le long courrier et qui petit à petit voit émerger d'autres tendances, des tendances qui correspondent aussi à votre positionnement sur le tourisme responsable. Oui, effectivement. On avait initié déjà avant le Covid en fait, un certain nombre de projets pour faire transiter la demande vers des destinations plus proches. C'est qu'historiquement, en fait, on a créé un modèle qui permet de bénéficier de l'expertise locale pour préparer des voyages sur mesure, en se disant que plus c'était loin, plus c'était compliqué à organiser soi-même, tout seul, plus il y avait de valeur. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, les Français aussi, même en France ou dans des pays assez proches, pouvaient en fait valoriser énormément l'expertise de locaux pour voyager. Et donc, on a développé avant le Covid et pendant le Covid une offre beaucoup plus profonde sur des pays proches, alors en France, mais aussi en Italie, en Grèce, en Espagne, en Norvège. Cette part ce qu'on appelle close to home chez nous, qui sont les destinations à moins de 4 heures de vol était de 26% en 2019 et passé de 32% en 2023. Et ça grossit et ça va continuer à grossir. Donc, ça, c'est une tendance qu'on voit, alors qui est évidemment liée à une volonté d'utiliser de dépenser moins de carbone quand on voyage. Donc nous, on souhaite le pousser, en tout cas donner l'alternative aux voyageurs de faire les bons choix et donc avoir une offre beaucoup plus large, proche de chez soi. On pense que ça fait partie de notre mission. Et notamment, c'est ce qu'on mettait sur ce slide aussi, de voyager en train. Et donc, on a développé toute une offre train. Et on a vu aussi que la demande est en train vraiment, pour le coup, d'exploser, puisque, alors on parle de chiffres assez bas, on était à 5% de nos voyages qui étaient sur le train en 2019, et la demande cette année a doublé, et on est passé à 10% du total des ventes et de la demande. Et à l'origine, Evaneos ne proposait pas de voyage en train.
Et à l'origine, on ne proposait pas de voyage en train, puisqu'en fait, quand on s'est lancé sur des destinations asiatiques en premier. L'Asie, jusqu'à assez récemment, n'était plus trop dans le radar. Depuis la fin de l'année dernière, les destinations asiatiques se sont réouvertes. Et donc, ça contribue d'ailleurs à créer une croissance en ce début d'année qui est assez forte pour Evaneos. On est repassé au-dessus des chiffres de 2019. Bien au-dessus de 2022, parce qu'en 2022, je pense que par rapport à Digitrip, par exemple, on avait eu une reprise qui était plus lente, notamment parce que les destinations asiatiques étaient fermées. Et cette année, pour le coup, on est bien au-dessus de 2022 et au-dessus de 2019. Alors Eric, on parle de voyager plus proche, en train, sur des destinations alternatives. Ces clients-là, ce sont des clients historiques d'Evaneos ou ce sont de nouveaux clients? Alors, on travaille les deux cibles, en fait. En réalité, on continue à acquérir des nouveaux clients, à faire émerger la marque. C'est extrêmement important pour nous, pour délivrer la croissance. Mais c'est vrai que Evaneos a été créé en 2009, donc on a 13 ans. Donc maintenant, on a un pool de clients fidèles qui est extrêmement important et qui revient chaque année. Et on a plus de 30% de nos clients actuels qui sont des clients qui ont déjà voyagé dans les dernières années avec nous. Et on voit clairement que pour rendre le business model encore plus efficace, le levier le plus efficace, c'est de faire répéter les clients fidèles. Et donc, on a énormément d'actions pour eux, d'avoir des services qui sont dédiés aux clients fidèles, de les aider aussi à trouver la prochaine destination. On a affaire chez Evaneos à des clients assez sophistiqués qui ont l'habitude de voyager. Donc, il faut les aider aussi à être inspirés et à trouver la prochaine idée de voyage. Et plutôt hors des sentiers battus. D'ailleurs, c'est les chiffres que vous voyez sur la droite. On voit que cette année, particulièrement, les destinations les moins connues, les moins prisées, les moins, on va dire, attaquées par le tourisme de masse, sont celles qui connaissent la plus grosse croissance. Vous voyez le Nicaragua, plus de 104%. On n'a pas tous l'idée de partir au Nicaragua. Et donc, chez Evaneos, on a beaucoup de voyageurs, pour le coup, qui valorisent ça. Et dans des pays proches aussi, les pays baltes, par exemple. C'est intéressant de voir ces tendances quand même qui sont assez fortes. C'est aussi le résultat de votre positionnement et de vos campagnes de pub, parce qu'on voit clairement que vous attaquez le tourisme de masse. Donc je pense que le message finit par passer. Le message suit. Nous, c'est clair que notre mission, c'est de mieux répartir les flux touristiques dans le monde. Vous avez aujourd'hui 50% des voyageurs qui se massent dans 10 destinations, en gros. Ça crée une expérience à la fois pour les destinations et pour les voyageurs qui se dégradent. Et ça ne va ne faire que s'amplifier, puisque le tourisme va continuer à grandir. Et donc, nous, on souhaite ouvrir les chakras des voyageurs, je dirais, en leur expliquant qu'il y a énormément de choses à faire dans le monde, qu'il y a beaucoup de destinations qui sont magnifiques. Et au sein même d'une destination qui est connue pour le tourisme de masse, on peut faire beaucoup d'autres choses aussi. Je penserais à quelqu'un qui viendrait à Paris. Il y a beaucoup d'autres choses à faire que d'aller à la Tour Eiffel. Pour autant, 90% des touristes qui viennent à Paris vont à la Tour Eiffel et ne passent pas beaucoup d'autre temps à faire autre chose. Donc, voilà, nous, on essaie de faire parallèle avec beaucoup de pays dans le monde. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'on dit souvent que 5%, 95% des gens vont sur 5% du territoire. Donc c'est intéressant de voir que des marques peuvent se positionner pour justement participer à la dilution des flux touristiques. Donc ça, c'est effectivement, je pense, une des tendances. Et puis, ça montre bien aussi que les marques ne sont pas là juste pour la vente, mais elles sont là, comme tu le disais, en accompagnement, avant, pendant, après. Il faut également inspirer. Alors Frédéric, justement, Hilux fait aussi beaucoup d'accompagnement parce que vous êtes sur une clientèle vraiment haut de gamme, premium, avec un panier moyen je crois, à 19 000 €. Qui a même dépassé les 20 000. Bon, voilà, ça augmente sans cesse. Donc 20 000 € contre 15 000 € par le passé. Une clientèle qui suit, mais une clientèle très exigeante. Et ce qui était intéressant, c'est que tu me disais que finalement, vous avez réussi aussi à convaincre une nouvelle clientèle qui, jusqu'à maintenant, considérait que les agences allaient disparaître comme Kodak par le passé. Oui, c'est un bon exemple. Oui, on a effectivement vu émerger un nouveau profil de client, un profil de client beaucoup plus jeune, en fait, beaucoup plus actif, qui s'est effectivement retrouvé dans un intérêt vers quelqu'un qui va l'aider à construire son voyage, mais surtout à l'aider à satisfaire ses envies pendant son voyage et à supporter les éventuels problèmes auxquels il va être confronté. Et cette clientèle jeune, elle est arrivée en fait avec le Covid, tout simplement. Donc c'est une clientèle qui est jeune, mais qui est aisée. Alors on prend l'exemple des start-upers, entre guillemets, donc des gens qui, comme Evaneos, qui ont levé beaucoup d'argent, qui ont fait des cash-out et qui sont devenus riches. Enfin, j'espère que c'est ton cas.
Donc voilà, et qui aujourd'hui en fait ont compris et on les aide à cette compréhension-là qu'un agent de voyage, un conseiller voyage, va effectivement les décharger mentalement de beaucoup de choses. Organiser un voyage aujourd'hui, alors je ne parle pas d'organiser juste un séjour basique, mais d'organiser un vrai circuit, que ça soit partout dans le monde. Si on le fait soi-même, c'est très intéressant. Et moi, je dis toujours, les gens qui sont passionnés par faire leur voyage eux-mêmes, il faut qu'ils continuent à le faire. C'est comme un bricoleur. Quand il aime bricoler, c'est quand même un peu idiot d'appeler un plombier. Mais ceux qui veulent effectivement se décharger de toutes ces contraintes et de toutes ces angoisses, même parfois, d'organiser un voyage, est-ce que le vol sera bien toujours disponible sur Mr. Fly dans 1 heure quand j'aurai réservé mon hôtel à côté sur notre plateforme, etc. etc. Donc voilà, donc on a acquis cette clientèle-là qui aujourd'hui même a un petit snobisme derrière ça en disant voilà, tu ne travailles pas avec une agence de voyage, tu n'as pas ton voyagiste en fait qui s'occupe de toi, qui s'occupe de tes déplacements, qui s'occupe de tes vacances, etc. Donc c'est une nouvelle clientèle qui est apparue. On s'est dit bon, elle est apparue parce qu'on lui a apporté des services. Pendant toute cette période Covid, on les a aidés à voyager, surtout à un moment où c'était compliqué. On les a même aidés à voyager quand c'était pas autorisé. Donc globalement, ils ont plutôt apprécié ça. Et on s'est dit, ils vont partir. Et en fait, pas du tout. Pas du tout. Et en fait, ils continuent. Et c'est une tendance qui est forte. Alors, c'est une clientèle qui est très exigeante au premier voyage, parce que souvent, c'est des primo-accédants sur le voyage de luxe, sur du voyage sur mesure. Ils sont passés du sac à dos à éventuellement du voyage privé bonne opportunité. Et ils arrivent chez nous avec, OK, bon, c'est cher, mais qu'est-ce que je vais avoir ? Est-ce que je vais vraiment en avoir pour mon argent, quoi ? Donc, ils sont très exigeants, très demandeurs, très questionneurs. Et comme on fait du bon travail, en général, ils reviennent contents. Et après, on les fidélise assez facilement. Et alors, ta clientèle aussi, celle que tu viens de décrire, elle incarne bien les paradoxes du voyageur. Parce qu'à l'instant, Eric parlait de voyage responsable, en train, plus proche. Mais la clientèle que tu décris, qui est jeune, c'est une clientèle de trentenaire, finalement, voyage à l'autre bout du monde, sans se poser d'état d'âme, et parfois en jet privé, enfin voilà, dans des conditions qui ne sont pas du tout éco-responsables, malgré parfois justement une image de façade. C'est la schizophrénie du sujet, très très clairement. Aujourd'hui, on a des clients, évidemment je ne les citerai pas, mais qui passent leur journée sur LinkedIn à dire que l'avion c'est pas bien, et qui nous consomment des voyages sur lesquels il y a 5 vols en tout sur 10 jours. Donc voilà, on est dans une schizophrénie complète. Maintenant, on peut regarder ça. Il y a beaucoup de positions marketing aujourd'hui autour de tout ça. Je veux dire, nous, c'est pas notre positionnement, mais c'est pas pour autant qu'on fait attention à ça. Nous, on n'est pas en train de dire en permanence, on verdit tous nos voyages, tout est fabuleux, etc. Vous inquiétez pas, on n'achète pas la bonne conscience en fait de nos clients. En revanche, on les met en face de leur propre conscience. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, on est en train de développer un système qu'on est en train de tester qui permet en fait à nos clients, à la fin effectivement d'une proposition de voyage, enfin, quand ils ont validé leur voyage, on va leur dire voilà, ça représente tant de CO2, etc. Voilà, bon, ça représente en argent globalement, si vous voulez compenser à 100% une somme quelconque. On peut planter des arbres pour vous, mais on peut aussi vous proposer de faire des choses dans le pays, via des ONG du pays, de participer vous-même pendant une demi-journée ou une journée pendant ce voyage à aider dans une école un professeur à donner des cours de français ou d'anglais, aller passer une demi-journée à monter des panneaux photovoltaïques. Enfin, voilà, c'est des exemples de choses que l'on peut proposer. Ou bien même de participer à de l'associatif social en France. Donc nous, notre concept, notre positionnement par rapport à ça, c'est pas de dire venez chez nous, vous inquiétez pas, on va compenser pour vous, c'est fabuleux, c'est extraordinaire, on vous achète une bonne conscience. Non, c'est on vous met face finalement aux engagements que vous prenez à détruire un peu quelque chose et de le compenser par vous-même et de le payer par vous-même. Donc c'est une démarche assez différente de certains de mes confrères en fait. D'accord, vous ne voulez pas les culpabiliser, vous les accompagnez. Est-ce que vous pourriez aller jusqu'à vous inscrire dans une logique comme Evaneos, de vraiment être fort de proposition avec des voyages en train sublimes pour aller jusqu'à Istanbul? Mais évidemment, puisque c'est une demande. D'accord. C'est une demande. Eric parle du train. Nous, aujourd'hui, on a de plus en plus de clients qui nous demandent à partir en train en Europe. Il n'y a pas de sujet avec ça. Et au contraire, il faut qu'on s'adapte à ça et on est ravis de le faire. Mais c'est comme aujourd'hui, on ne s'interdit pas, entre guillemets. Il y a des confrères qui se sont positionnés là-dessus en disant on ne vend plus de week-end d'une seule nuit, etc., etc.
Bon, nous, on ne va pas s'interdire ça parce que je pense que c'est un positionnement, c'est une position en fait. Donc je ne trouve pas très très futé quelque part, sincèrement. En revanche, effectivement, si un client nous dit voilà, je vais aller à New York, de nuit ça va. Non, allez pas à New York pour de nuit. Je veux dire, c'est fini en fait. On ne vend plus ça. Mais on est nous Ni face même à. à Venise. Comment? Ni même à Venise. Bah, à Venise, on y va en train. Donc c'est pas grave. Ni même à Florence. Oui, nous, on ne va pas s'interdire effectivement de vendre un week-end à Florence, parce que Florence est une destination de week-end. À un moment donné, on peut pas changer la méthodologie effectivement du tourisme. On ne va pas à Florence, uniquement à Florence, pendant 8 jours. Enfin, sauf si on est passionné par quelque chose, et ce qui peut arriver. Mais c'est des gens qui sont actifs, ils vont à Florence pour un week-end. Donc et ça, on va pas se l'interdire. En revanche, effectivement, on va essayer de répondre aussi à la demande d'une clientèle qui elle-même, on est face nous à une clientèle qui est quand même aisée, qui est quand même éduquée, qui quelque part fait d'elle-même déjà attention. Ils font souvent déjà beaucoup attention dans leurs propres entreprises, dans leurs propres activités professionnelles. Donc on n'est pas face à un sujet qui est très complexe finalement chez nous, quoi. Très bien. Alors, on a commencé à parler de l'adaptation à la situation actuelle. On va poursuivre avec Émilie, notamment pour revenir au départ par rapport au sujet de l'inflation. Mr. Fly a mis en place, d'ailleurs c'est Digitrips en général, a mis en place le paiement fractionné et visiblement, ça c'est une tendance qui est vraiment s'amplifie avec le temps. Oui, alors en fait, quand le paiement fractionné, c'est une facilité qu'on propose depuis la création de la société en 2015. Donc, quand la plateforme s'est lancée en 2015, dès le début, il y a eu cette idée de se dire en fait, il faut proposer des produits et des services qui viennent complémenter une offre classique. Donc, le paiement fractionné, chez nous, c'est du 4 fois, est proposé depuis 2015. Avant crise, en 2019, on était monté en moyenne sur l'ensemble de nos vitrines à 40%. 40% des ventes qui étaient faites avec du paiement fractionné. Aujourd'hui, on est à 50%. Donc, on a clairement une augmentation du taux d'adhésion de ce type de solution. Parce que le client, alors nous on n'est pas du tout sur la typologie de clientèle Deluxe. Le client, effectivement, face à l'inflation tarifaire, a aussi besoin de trouver des solutions. Et il a besoin en fait qu'on l'aide dans un certain nombre de cas à financer ce voyage auquel aujourd'hui il ne renonce pas, mais pour autant il peut avoir des difficultés à le réserver à un prix qui n'est pas forcément simple à financer pour lui. Donc on voit qu'on a ce type de réaction qui effectivement ou de comportement qui augmente. On a d'autres types de produits qui ont augmenté, dont d'autres types de services dont l'adhésion, on va dire, a beaucoup augmenté depuis la crise et perdure. Alors est-ce que c'est lié à l'inflation? Est-ce que c'est lié à l'ensemble des disruptions dont on a parlé tout à l'heure? C'est très difficile d'analyser les motifs. Pour autant, on sait que, par exemple, des options du type rendre un voyage totalement flexible, c'est des options qu'on proposait déjà avant crise, qui avaient un taux d'adhésion d'à peu près 7% avant crise. Bon, pendant la crise, on est monté à des taux évidemment complètement dingues. On est encore aujourd'hui sur des taux d'adhésion à 20%. Quelle est la part là-dedans de gens qui, en fait, profitent se disent en fait je vais anticiper mon acte d'achat et du coup comme je vais prendre une option flex et du coup je rends mon produit totalement flexible, donc je me réserve la possibilité de changer d'avis, ou de gens qui sont dans une logique de se dire je me protège contre je sais pas quoi que j'ai pas vu venir parce que ma manière de consommer a évolué. Ça on ne le sait pas, mais on voit qu'il y a des produits comme ça des services en fait autour de la vente dont l'adhésion augmente et qui permettent en fait de continuer à accompagner le consommateur dans ses ventes. Très bien. Et vous allez lancer, je crois cet automne, une autre solution justement qui permet de contenir un petit peu l'inflation dans l'hôtellerie. Alors, effectivement, sur l'hôtellerie, on va lancer cet automne. Alors, on parle.
tout à l'heure, il y a beaucoup de sujets autour de l'intelligence artificielle générative, mais en fait, il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle non générative, elle existe depuis des années et elle est utilisée dans pas mal de choses. Et notamment, nous, on va lancer à l'automne un produit qui va permettre, alors dans un premier temps aux agents de voyage, c'est un produit qu'on va réserver aux agents de voyage parce qu'il y a une utilisation qui n'est pas forcément, qu'il faut quand même maîtriser, qui va permettre en fait de protéger la réservation d'un hôtel contre une baisse tarifaire. Il faut savoir que ce qu'on dit sur l'aérien, dans lequel on dit plus vous réservez tôt, moins vous payez cher, c'est vrai dans l'aérien, c'est pas vrai sur l'hôtel en fait. Sur une réservation d'hôtel, on a un yield management, c'est une fluctuation tarifaire qui ne dépend pas que de l'anticipation de la réservation. Donc on se retrouve aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que suivant les destinations, suivant la typologie d'hôtel, suivant énormément de choses, tu as à peu près entre 5 et 15% des réservations hôtelières qui sont faites, dont le prix baisse significativement entre le moment de la réservation et le moment du départ. Donc nous, on va lancer un service en fait pour nos agences, pour nos clients agences de voyage, de rebooking automatique quand on a une baisse tarifaire, ce qui va leur permettre en fait de se protéger et ou de protéger leurs clients contre une éventuelle baisse tarifaire de leur réservation hôtelière. Et je pense qu'en fait notre rôle de distributeur, c'est de continuer en fait à avoir de l'ingéniosité dans un contexte dans lequel l'inflation est forte et dans lequel nous on s'adresse à une clientèle directement via les plateformes B2B2C qu'on opère en white label ou via nos réseaux d'agents de voyage, qui est majoritairement une clientèle qui n'est pas une clientèle Hilux. Nous on a un panier moyen sur l'ensemble de nos produits à 750 €, hein. Donc on n'est pas du tout dans la même typologie de voyageurs. Et en fait, ça fait partie de notre rôle de distributeur de proposer des solutions pour accompagner, pour que tout le monde puisse continuer à voyager et pour trouver des solutions pour accompagner les agences de voyage qui sont nos clientes et les clients finaux à réaliser leurs projets. Et donc, sur l'ensemble des dossiers hôteliers réservés par les agences, vous pensez qu'un client sur 10 pourra bénéficier d'une espèce de ristourne de dernière minute? C'est à peu près ça, oui. Aujourd'hui, en fait, on fait tourner, évidemment, pour améliorer la performance. Un moteur d'intelligence artificielle, il a besoin de s'améliorer. Donc aujourd'hui, on le fait tourner. Il tourne déjà beaucoup sur l'ensemble de nos réservations. Et on est... alors avec un écart tarifaire, il faut que l'écart tarifaire soit significatif parce qu'il faut pour que ça vaille le coup, hein. Et on est sur un taux de succès en fait de rebooking qui oscille entre 6 et 11-12%. Donc effectivement, on va être en moyenne quasiment sur du 10% des résas qui peuvent être concernés. Très bien, ça c'est un produit effectivement intéressant. On va poursuivre avec Timothée, toujours autour de l'adaptation. On va revenir sur le sujet du tourisme responsable. Alors c'est vrai que la plateforme Manawa incarne bien tout ce qui est tourisme d'aventure douce. Donc c'est dans l'air du temps, on en a parlé, c'est le slow tourisme. Je crois que vous avez 15 000 offres en tout, c'est considérable. Vous avez vraiment commencé à bien digitaliser l'offre. Oui, tu voulais dire? Il y a 15 000 offres sur Alentour, qui est notre plateforme B2B. Oui. Sur Manawa, notre plateforme B2C, on a 7 000 offres. D'accord, très bien. C'est bien de faire la 7 000 offres précision. exclusivement de plein air et qui sont quasiment une offre exclusive, en fait, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Ouais, et c'est du plein air, c'est vrai que c'est un élément de différenciation très important par rapport à d'autres plateformes d'activité mondialement connues, mais qui se sont concentrées sur le culturel. Donc bravo, la croissance est là. Mais derrière cette plateforme, il y a aussi des offres en hélico, en jet ski, qui ne sont pas très responsables. Est-ce que votre engagement pourrait aller jusqu'à supprimer ce type d'activité pour justement aussi suivre les tendances de fond? Alors, ce n'est pas à l'ordre du jour de les supprimer. L'immense majorité des réservations sur Manawa, elle se fait sur effectivement des activités de plein air qui sont par nature éco-responsables. Mais c'est vrai qu'on propose des activités comme le jet ski, le tour en hélico. Je peux faire une parenthèse sur le tour en hélico. Le tour en hélicoptère, c'est une activité en général qu'on fait. Alors on n'est pas sur Hilux non plus, hein, nous. Mais le tour en hélico, c'est une activité. Par exemple, nous ce qu'on vend pas mal, c'est le tour en hélico à La Réunion, donc on reste en France, pour survoler les volcans. Bon. Mais ça, c'est un truc qu'on fait une fois dans sa vie. En revanche, louer un canoë, louer un vélo, prendre un cours de surf et même faire du parapente, sauter en parachute. Philippe Bichet, là, le fondateur de Manawa, il est dans la salle. Il a fait 360 sauts en parachute. Voilà, donc,
C'est des activités Bravo. récurrentes. Et ça, nous, ce qu'on pense, c'est que d'abord, ça permet, ces activités, elles sont respectueuses de l'environnement, mais ça permet aussi, comme Eric le disait, de mieux répartir les flux touristiques, parce que ces activités, elles sont situées dans des destinations qui ne sont pas les destinations les plus courues. Avant-hier, j'ai testé une activité Manawa, près de Vézelay, à Sermizel, un petit village de l'Yonne, une activité de canoë-kayak où il y a 4 heures de canoë à l'ombre de la colline de Vézelay. C'est juste exceptionnel, c'est magnifique. Et ben ça, on est typique dans la mission de départ d'Alentour, qui a fait l'acquisition de Manawa, mais dans la mission de départ d'Alentour, qui est de développer les territoires, les écosystèmes touristiques locaux, d'améliorer l'expérience des clients dans des destinations moins connues que les destinations les plus prisées. Et sur les activités, en fait, il y a 2 types d'activités. Il y a les grandes attractions urbaines, là encore citées par Eric, comme la Tour Eiffel ou le Château de Versailles. Ça fait très longtemps qu'on peut réserver, prendre son billet sur Internet pour la Tour Eiffel ou le Château de Versailles. Donc là-dessus, on n'a pas de valeur ajoutée. Nous, notre valeur ajoutée, c'est d'accompagner les petits prestataires d'activités dans leur digitalisation, notamment en travaillant sur leur contenu, pour qu'ils soient réservables en ligne et qu'ils répondent à une demande digitale qui est vraiment de plus en plus importante. Et ça paraît fou, parce que c'est, encore une fois, tout est digitalisé dans la réservation, dans le tourisme, mais ce segment-là ne l'est pas encore. Alors, il n'est pas encore, notamment pour des questions de modèle économique. C'est très difficile de digitaliser les activités en ayant un modèle économique rentable. Parce que les paniers moyens sont très faibles. Il est de combien le panier moyen sur Manawa ou sur Alentour? Il est autour de 200 €. C'est faible, mais c'est compensé par du volume. On vend plus de tours de canoë-kayak que de voyages à 15-20 000 €. Hein. Donc c'est un peu l'idée. Et puis notre ambition, c'est d'être un leader. On est aujourd'hui le leader en France. Je pense qu'on est le leader en Europe sur les activités de plein air. On a une croissance forte et on est à peu près sûr d'atteindre une rentabilité très bientôt. Très bien, merci. C'est bien. Alors, Eric, on va continuer avec le tourisme responsable. Ça, c'est un véritable engagement d'entreprise, puisque Evaneos est à la fois certifié B Corp et Travel Life. Je pense que c'est un cas unique en France. Hein. Peut-être dans le monde, je ne sais pas. En tout cas, en fait, on a la certification B Corp, c'est une certification américaine d'entreprise qui quelque part nous pousse à progresser. On s'auto-inflige quelque part un engagement de chaque année mieux performer en termes de stratégie RSE sur la partie environnementale et sociale. Donc il y a un cahier des charges assez contraint. Et Travel Life, on l'a fait en fait avant tout pour nos réceptifs, notre réseau d'agences locales, puisqu'on a plus de 600 partenaires agences locales dans le monde. Et on souhaite les engager de plus en plus vers la durabilité du tourisme et qu'eux, à leur niveau, aient des bonnes pratiques les plus poussées possibles autour du tourisme responsable. Et donc, on a créé avec Travel Life un programme spécialisé pour nos agences locales. Et on a aujourd'hui plus de 50% de nos agences qui sont rentrées dans ce programme et qui sont en cours de certification. Et évidemment, nous, on s'est nous-mêmes fait certifier. Donc, c'est pour cette raison qu'on l'a fait. Avec un objectif global, en fait, qui est de se dire, évidemment, le tourisme génère des impacts négatifs d'un point de vue environnemental, même social parfois, dans des destinations qui souffrent du tourisme de masse. Et quelque part, on peut justifier de continuer à voyager que si on arrive à générer des impacts positifs aussi qui viennent équilibrer ce bilan global. Et donc nous, ce qu'on souhaite faire avec Evaneos, c'est maximiser ces impacts positifs qui sont avant tout sociaux, économiques pour les destinations. Vous avez 300 millions de personnes qui travaillent dans le tourisme dans le monde et beaucoup dans des pays en voie de développement. Et moi, j'aime pas mettre en opposition ou créer un conflit entre le combat sur l'environnement ou le combat contre la pauvreté, par exemple. Si on arrêtait de voyager, on générerait immédiatement en fait, des centaines de millions de pauvres dans le monde. Donc on ne peut pas se permettre ça. Donc la question, c'est la question de l'équilibre et comment on arrive à faire une transition plus douce vers des modes de voyage qui sont plus adaptés au monde de demain, quoi. Et donc, l'un des messages intéressants, je trouve, c'est
la certification n'est pas une fin en soi, c'est-à-dire qu'on l'obtient et après on est toujours dans une démarche d'amélioration continue, donc il y a un plan d'action qui est mené en Ouais, interne. les certifications, oui, c'est pas pour poser un label sur le site internet et rassurer tout le monde sur le fait que voyager c'est bien et enlever ces contradictions individuelles dont tu parlais. C'est plutôt un moyen c'est une grille de lecture pour progresser, mettre en place des actions et chaque année pouvoir se remettre un peu en danger sur ces sujets. Alors, les certifications que vous avez obtenues, sont-elles plus importantes pour vos équipes, là je pense aux équipes d'Evaneos, ou bien pour les clients? Alors c'est important pour les équipes, ça c'est sûr. Quand on l'a préparé, tu m'as dit que c'était plus pour les équipes. Ouais, Oui. on l'a pas fait pour les équipes, on l'a pas fait pour les clients, on l'a fait pour nous-mêmes et pour créer cette grille de lecture. Après, ça crée beaucoup d'engagement pour les équipes, ça c'est clair. Le jour où on a été certifié B Corp. Non, Comment ? ça fait partie de la marque Ça employeur. fait partie de la marque employeur, mais surtout c'est un motif de fierté pour les équipes parce que typiquement B Corp, c'était 2 ans de travail. Ça nécessite, c'est pas un questionnaire qu'on remplit et on est certifié le mois d'après. Ça a nécessité d'engager toute l'entreprise, de créer des process, de changer l'organisation parfois, de lancer des nouveaux projets. Et ça a été 2 ans de travail entre le moment où on a décidé qu'on allait se lancer et le moment où on a été certifié. Donc forcément, le moment de la certification est clairement un motif de fierté. Et on n'en fait pas un motif de communication marketing. D'ailleurs, B Corp, je ne sais pas qui connaît dans la salle, c'est pas plus quelque chose qui est très connu. De plus en plus, quand même, il y a des marques en France qui comme connaît B Corp? Ah, quand ah même. bah quand même. On a affaire à un public Éclairé. extrêmement averti. Mais c'est vrai que de plus en plus de marques communiquent, comme Nespresso par exemple. Et après, on peut se poser la question de est-ce que Nespresso est une marque responsable, etc. Donc bon, voilà, il y a tout un tas de débats qu'on peut avoir autour du sujet. Mais en tous les cas, ça fait aller dans le bon sens, ça c'est clair. Alors, on parle justement des équipes et on va parler également des exigences des clients. On sait qu'en ce moment, dans l'industrie, on fait toujours face à une pénurie de talents. Et ce qui est très compliqué, c'est qu'on demande de plus en plus aux professionnels du voyage. On a beaucoup parlé. On parle d'accompagnement avant, pendant, après. On parle d'un client très exigeant qui s'est déjà beaucoup renseigné sur Internet. Et on en parlait avec toi, Frédéric, puisque tu disais les clients, ils veulent de plus en plus des réponses 24/24, 7/7, c'est le soir, c'est le 14 juillet, c'est à 23h. Et donc ça, c'est pas du tout facile, parce qu'en même temps, il y a une pénurie de talents. Donc, est-ce que tu peux nous parler de l'astreinte chez Ilox, par exemple ? Alors, évidemment, nous, on est face à une clientèle qui est exigeante. En même temps, elle a le droit d'être exigeante parce qu'elle paye cette exigence, quelque part. Et donc, il faut qu'on lui apporte un maximum de services et un maximum de réponses du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire de la prise du brief, quelque part, jusqu'au retour du client, de manière vraiment très, très, très poussée et très pointue. Nous, on n'est pas du tout sur des métiers, effectivement, de volumétrie qui nécessitent d'avoir des astreintes du type celle qu'il peut y avoir chez Mr Fly, par exemple. Nous, ça va être des astreintes, effectivement, de service pur et en fait d'aide et de soutien à nos clients. En clair, concrètement, nos clients, à partir du moment où ils vont partir de chez eux jusqu'au moment où ils vont revenir, ils auront H24, 7/7, quelqu'un qui, chez nous, va pouvoir effectivement les aider s'ils ont la moindre problématique. Et évidemment, on est aussi supporté par les équipes de nos réceptifs locaux, etc., etc. Mais quand c'est quelque chose d'assez technique, d'assez pointu et qui a une notion commerciale, c'est-à-dire qu'il y a un engagement tarifaire quelque part derrière, c'est nous qui allons le gérer. Donc ça veut dire qu'il faut effectivement faire travailler les équipes 7/7, 24/24. Et pour faire ça, c'est pas avec le même nombre d'équipes qu'on y arrive, il faut effectivement augmenter les équipes. Et donc, il faut recruter, et on en arrive à ta question. Effectivement, recruter aujourd'hui, c'est compliqué. Alors, j'ai envie de dire, recruter jusqu'à aujourd'hui, c'était compliqué. On a passé 2 ans, effectivement, un retour de Covid, entre guillemets, qui était assez complexe, où il était assez difficile d'avoir effectivement des profils aussi bien techniques que commerciaux qui étaient performants, parce qu'il y a non seulement beaucoup de gens qui sont partis dans d'autres secteurs d'activité, qui ont quitté le tourisme, et puis les bons, globalement, s'ils restaient là où ils étaient, parce que, disons, c'est pas ce qui peut se passer demain, c'est pas le moment trop de bouger.
Là, ça fait quand même, moi je ressens depuis 2-3 mois sur les profils que l'on recherche, donc ou de travel designers ou d'operation managers, hein, on va dire front et back office, on ressent beaucoup plus de facilité et surtout moins de freins en fait. On a eu effectivement pendant une bonne année des difficultés à trouver des gens parce que les exigences étaient dingues, parce que c'était télétravail quoi qu'il arrive, parce que c'était ceci, et parce qu'il fallait le 14e, le 15e, le 16e, le 17e mois. Il y avait une pénurie qui faisait effectivement que les candidats se sentaient un petit peu en puissance. C'est en train de bouger. Nous, on n'a pas changé nos positions, c'est-à-dire on paye très bien chez Lux Travel, mais on n'a pas changé nos... On va y venir. Tu me parlais d'un salaire de 30 000 euros pour le back-office. Oui, ça c'est le base, oui. Et ça, c'est le tarif, enfin, c'est le salaire de base. Oui. D'accord, donc on dit que dans la profession, on ne rémunère pas très bien. Mais là, typiquement, chez Lux, vous rémunérez beaucoup mieux que la moyenne des agences. Oui, mais je pense qu'on a une Par exigence. Contre, avec beaucoup d'exigences bien derrière. sûr, on a une exigence qui n'est pas du tout la même. Et puis il y a un niveau de spécification, il y a un niveau de connaissance, il y a un niveau de qui est, je pense, globalement plus important parce que nos produits sont plus complexes et nécessitent en plus, face à des clients, beaucoup plus de réactivité quelque part. Donc, donc ça à se ce paye. salaire-là, justement, vous leur demandez combien d'astreintes? Vous leur demandez de travailler combien de nuits, entre guillemets, par mois? Alors, c'est variable. Hein. C'est sur ce service, effectivement, c'est assez variable. Ils ont des week-ends d'astreinte, des semaines où ils sont d'astreinte le soir. Enfin, une astreinte, c'est un téléphone à côté de soi et d'avoir effectivement un ordinateur avec toutes les connexions possibles pour pouvoir avoir accès à nos GDS, à tous nos outils, à toutes nos plateformes et pouvoir communiquer avec nos prestataires locaux. Et je vais être honnête, on n'est pas à réveiller toutes les nuits. Faut quand même pas exagérer. Mais en revanche, on est là quoi qu'il arrive. Mais c'est important. Oui, c'est juste effectivement une charge mentale, surtout au cas où il y aurait une grosse grève. Ouais, mais enfin, bon, c'est drôle. Ce matin, je me suis retrouvé au bureau à 7h20 pour récupérer une collaboratrice pour venir ici et le téléphone a sonné. Bon, après, ça rebascule sur l'astreinte, machin, etc. Donc, bon, un téléphone qui sonne, je suis dans mon bureau, je réponds. Voilà, et c'est quelqu'un qui a loupé son avion ce matin. Qui partait en Afrique du Sud, qui a loupé son avion pour Amsterdam. Il avait un Amsterdam Cape Town, il a loupé son avion à Charles de Gaulle. Enfin, ils ont loupé. Voyage de noces, en plus. Voilà, je ne raconte pas l'état des gens. Donc, autant vous dire que le mariage commence super bien. Je n'ai pas osé demander de qui c'était la faute. Mais voilà. Et donc, bon, évidemment, j'ai relayé tout de suite ça. J'ai envoyé ça au back-office, à l'astreinte, etc. Et ça a été traité, ça a été géré, mais ça peut être à n'importe quel instant. Alors, 90% des choses se passent quand même dans nos ouvertures de bureau, mais ça peut se passer à n'importe quel instant. Et heureusement qu'on est là, parce que ce type de problème, c'est quand même pas compliqué pour nous à gérer, mais mentalement, c'est quand même très tendu pour les gens qui le vivent, quoi. Alors, effectivement, on est dans l'accompagnement musclé pour également faire en sorte que le mariage se passe bien. On espère, oui. On a parlé de tourisme responsable et du coup, je reviens sur le sujet avec Émilie parce que vous avez mis en place un calculateur d'émissions de CO2. Et alors, tu me disais quand même que, bel effort, mais pas beaucoup de récompenses pour vos équipes. Alors effectivement, on propose sur le moteur de vol aujourd'hui un comparateur d'émissions de CO2 qui permet en fait aux clients de savoir pour le vol qu'il est en train de chercher, de comparer les résultats en fonction de leur émission. Alors, pas beaucoup de résultats pour les équipes ou pas beaucoup de résultats pour la planète. En tout cas, toujours est-il qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui utilise le tri par émission de CO2 pour trier les résultats de recherche. Les résultats de recherche restent triés par prix, éventuellement par durée. C'est un critère de tri qui est important aussi. Mais il n'y a pas de tri par émission de CO2. Donc, on n'a pas aujourd'hui, si tu veux, ça va avec toutes les études qui sont faites. Je suis sûre que tout le monde ici en a lu. Il y a celle de Lufthansa qui est assez récente. Ils ont fait une étude dans laquelle ils ont interrogé une base significative et représentative de personnes à qui ils ont demandé si c'était important pour eux. Il y a 78% des gens qui disent c'est important. Il y a 71% des gens qui disent je suis prêt à ce que ça ait un impact sur le prix de mon voyage. Et après, quand concrètement, ils font des tests d'époque, etc., il y a moins de 1% des gens. Le moins de 1% ne dit même pas si c'est 0,1 ou si c'est 0,9. Mais il y a moins de 1% des gens qui concrètement passent à l'acte et acceptent de faire quelque chose. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on retrouve dans des comportements dans lesquels le critère CO2 n'est pas utilisé
Pour autant, on en parlait tout à l'heure avec quelqu'un qui a mis en place Optionway, qui a mis en place le même comparateur que nous pour ses partenaires et qui fait le même constat que nous. Voilà, aujourd'hui, le client ne l'utilise pas. Pour autant, notre responsabilité, on en a beaucoup parlé là aujourd'hui, notre responsabilité, c'est d'accompagner, de faire grandir la prise de conscience et puis les choses commenceront à évoluer. C'est de la pédagogie, effectivement. Alors, on va poursuivre avec l'intelligence artificielle, parce que je crois que notre temps est maintenant compté. Donc, Émilie, je vais commencer par toi. Qu'est-ce que vous allez faire avec ChatGPT ou un autre puisque ChatGPT fait couler beaucoup d'encre depuis novembre 2022 et je crois que vous avez un projet. Alors, on a un projet. Bon, pour l'instant, je vais être tout à fait honnête, on va dire qu'on est entre nous. Pour l'instant, notre projet, il est de commencer à familiariser le consommateur et nos consommateurs avec l'utilisation de ce que peut faire de l'intelligence artificielle générative. Il y a énormément de choses qui peuvent être faites. En plus, on est court en temps. Je vous encourage. Il y a une superbe étude qui a été faite par Skift sur l'intelligence artificielle générative dans le travel. Ça fait 40 pages. C'est hyper intéressant. C'est hyper documenté. Donc, il y a plein de choses dedans. Il y a plein de choses sur lesquelles on va pouvoir faire des choses. Aujourd'hui, il faut déjà qu'on commence nous-mêmes en tant que distributeurs à nous familiariser avec le potentiel de l'intelligence artificielle générative et à habituer le consommateur à fonctionner avec. Donc effectivement, le choix qu'on a fait pour l'instant, c'est de démarrer un peu, d'aller dans le sujet de la gamification qu'apporte cette intelligence artificielle générative. On va proposer à nos clients sur l'app d'utiliser ChatGPT pour avoir du conseil à destination, pour avoir du conseil inspirationnel sur leur voyage, avec les usages classiques qu'on peut voir vraiment dans la partie gamification de l'utilisation que chacun d'entre nous peut faire aujourd'hui avec ChatGPT qu'on va intégrer sur nos plateformes. Donc c'est pour répondre à la question que puis-je faire à l'île Maurice, par exemple ? C'est pour répondre à la question je suis à New York et j'ai 3 heures de libre ce soir, je suis à tel hôtel, qu'est-ce que tu me conseilles de faire dans les environs ? C'est pour répondre à la question j'ai envie de voir... j'ai envie de visiter un musée dans la ville dans laquelle je serai demain. J'aime plutôt l'art de tel type. Qu'est-ce que tu me conseilles ? Voilà, c'est pour répondre à ce type de questions. Aujourd'hui, en fait, on va pas, on n'est pas du tout encore dans des intégrations de type celles que peuvent faire des entreprises comme Expedia, où tu as vraiment, qui même sont encore en POC et pas tout à fait disponibles. Priceline qui a décidé également de l'intégrer et pour les clients et pour les équipes. D'accord. Ouais. Donc là, c'est dans l'inspiration, très bien, et puis dans la gamification, comme tu l'as dit. Eric, où en êtes-vous sur cette réflexion ? Alors nous déjà on pense que les technologies qui sont permises par l'intelligence artificielle, il y a ChatGPT mais il y en a plein d'autres aussi, peuvent profondément changer nos métiers. Et donc ce qu'on essaye de faire en premier lieu, c'est déjà au sein d'Evaneos de créer une culture où les gens, quel que soit leur sujet d'ailleurs de réflexion, puissent se dire que l'intelligence artificielle peut être un élément de réponse. Donc c'est vraiment se créer un mindset un peu global d'innovation assez fort sur ces sujets et qui peuvent répondre pour moi à deux enjeux. Donc il y en a un qui est premier, qui est je dirais l'efficacité de ce qu'on fait. On peut arriver grâce à l'intelligence artificielle à supprimer un certain nombre de tâches à faible valeur ajoutée. Alors tout ça n'est pas visible par le client, mais dans l'efficacité interne, ça peut jouer un rôle qui est extrêmement fort. Ça peut éviter d'avoir à faire des intégrations avec des outils complexes et ça facilite un certain nombre de choses dans les opérations en fait. Et après, il y a un deuxième sujet qui est plus comment ça peut nous aider à transformer l'expérience client. Et dans le voyage sur mesure, les potentialités sont infinies en réalité parce qu'on est sur un produit qui est extrêmement complexe, qui nécessite d'assembler en moyenne 30 éléments de voyage par voyage, des hôtels, des activités, du transport, des guides. Et ça demande beaucoup d'expertise et c'est la valeur ajoutée d'Evaneos, c'est d'utiliser l'expertise humaine. Mais je pense qu'on peut augmenter cette expertise humaine grâce à l'intelligence artificielle. Ça ne la remplacera pas, je suis certain, parce que nos experts locaux sont empreints de tellement de connaissances locales à jour, de repérage sur place, etc., qu'un moteur ne pourra pas remplacer, c'est certain. En revanche, il peut remplacer un certain nombre de tâches plus manuelles et d'aider le voyageur en fait, à mieux maturer son projet. Nous, beaucoup de voyageurs arrivent chez nous sans savoir même dans quelle destination ils vont partir. Et l'intelligence artificielle peut aider à aiguiller. Donc on va réfléchir beaucoup à ça. On a un certain nombre de projets en cours pour
voilà, pour créer des POC et faire des tests sur la partie inspirationnelle. C'est vraiment de l'aide à la fois pour les équipes, mais également pour les voyageurs. Frédéric, je sais également que vous vous intéressez au sujet, c'est-à-dire que ça ne fait pas peur, ça peut plutôt inspirer cette IA. Ah oui, non, il faut surtout pas en avoir peur, je pense, hein, parce que ceux qui en ont peur, ils seront pas là demain, en fait. La peur va les tuer. Moi, je pense qu'il ne faut pas opposer l'intelligence artificielle à l'intelligence émotionnelle. Hein. Très clairement, il faut que les deux fonctionnent. Hein. L'intelligence émotionnelle étant celle humaine, hein, quelque part. Nous, on est en train de se pencher en fait sur différents sujets. On est en train de regarder finalement là où ces nouvelles méthodologies technologiques vont nous aider à gagner du temps, à gagner de la productivité et en plus à avoir encore plus de réactivité face à nos clients. Et il y a un premier segment sur lequel on est vraiment en train de travailler, c'est la qualification des demandes. Comme tu l'as dit en introduction tout à l'heure, nous on a un double modèle, hein, un modèle physique avec nos propres agences de voyage, nos salons de voyage, et un modèle digital. Le modèle digital, c'est 50% de nos demandes. C'est 35% de notre chiffre d'affaires, mais c'est 50% de nos demandes. Mais on qualifie sur ces 50% de demandes, on qualifie uniquement 15%. Sur 100 demandes qui arrivent par jour, il y a 15 devis qui seront faits. Donc ça veut dire qu'il y a 85% de déchets, entre guillemets, mais qu'on a quand même essayé de qualifier, recontacter, etc. Alors on met de côté tous les rigolos qui mettent des faux mails, des machins, etc. Mais il y a quand même beaucoup de travail de qualification. Et cette qualification, pour le coup, je suis persuadé que l'intelligence artificielle, très vite, dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, va pouvoir nous aider en fait, à faire ce premier jeu de qualification. Et ensuite, sur les métiers de back-office, évidemment, on parlait tout à l'heure des astreintes, etc. Peut-être qu'un jour, l'intelligence artificielle nous évitera l'astreinte. En tout cas, sur beaucoup de sujets. Donc, il faut évidemment se pencher là-dessus et s'y pencher vite parce que c'est une technologie qui va à une vitesse assez démentielle quand même. Peut-être effectivement l'astreinte premier niveau, parce qu'on peut imaginer une espèce de chatbot très amélioré qui peut répondre aux questions les plus simples et après route vers la personne d'astreinte. Mais je pense que le premier niveau, il y en aura un deuxième, et un troisième, et un quatrième. Et ça va aller très très vite, justement, parce que le premier niveau, aujourd'hui, il existe. Le chat programmatique, il existe aujourd'hui. Il y en a même qui sont très très performants dans le tourisme. Ça fonctionne. Là, on va aller vraiment avec la problématique de mon couple ce matin, voyage de noces. Je suis sûr que ça peut être géré dans tous les sens du terme et avec la bonne tonalité en plus. Je disais à Émilie tout à l'heure, moi j'ai assisté à une démonstration d'un outil d'intelligence artificielle dans le travel, je crois que c'était espagnol, qui permet en fait de s'adapter complètement à la tonalité de la personne qui est en face de vous. Donc en fonction de la façon dont elle parle, le ton va s'adapter. Je veux dire, c'est juste magique, quoi. Bien sûr. Timothée, quand on a parlé d'IA ensemble, tu m'as dit on commence à l'utiliser pour les contenus tech, c'est-à-dire? Alors nous, on est au tout début encore de cette vague de digitalisation. Donc l'enjeu pour nous, c'est de recruter plus de prestataires d'activités et de les aider dans la création de leur contenu. Et effectivement, ce qu'on est en train de tester avec ChatGPT, mais c'est encore tout petit, c'est la description du contenu technique des activités, quelque chose d'assez bateau finalement. On regarde si ça nous fait gagner en efficacité. Après, l'enjeu de contenu, il est quand même clé pour la conversion. Et donc, on crée encore nous-mêmes, bien sûr, nos contenus, et ce n'est pas ChatGPT qui le fait. Mais bon, si ça nous permet de gagner en productivité, ce n'est pas du tout impossible qu'on avance avec l'IA. Comme le disaient Eric et Frédéric, je veux dire, ça serait stupide de ne pas utiliser l'IA pour gagner en productivité, mais on n'en est pas encore là. Nous, notre enjeu, il est surtout commercial aujourd'hui. Je me permets juste une petite remarque sur le contenu. Aujourd'hui, faire du contenu juste avec la première version de ChatGPT, autant vous dire, aller sur notre site, le contenu, c'est quand même quelque chose d'assez recherché. On fait des choses assez magiques. Et alors, sur de l'activité, je pense que c'est mieux que ce qu'on fait. Très sincèrement. Oui, puis très honnêtement. Également de la reformulation, c'est-à-dire que vous avez un texte, vous voulez un peu le rendre plus fun, lui donner un ton. C'est très bon également pour la reformulation. Moi, je crois qu'on a bien abordé tous les sujets qui étaient promis au programme. Merci infiniment, c'était vraiment passionnant. On a abordé plein de thématiques, donc moi, je suis très contente. J'espère que c'est partagé. A-t-on le temps pour quelques questions? Non, on ne va pas avoir le temps. On va remercier nos... Je suis désolée, on est un peu responsables. Nos intervenants.